Le live du Forum des projets urbains continue et je reçois un autre promoteur. En l'occurrence, je reçois François de Lascaz. Vous êtes directeur général délégué du pôle résidentiel de Cefrissime. François, bonjour. Alors, Bonjour. présentez-nous en quelques mots le groupe Cefrissime. Alors Cefrissime est un acteur qui a la particularité d'être un des plus anciens de la place. C'est une société qui a maintenant plus de 60 ans d'existence et vous aurez constaté que dans notre métier, c'est un âge tout à fait vénérable. Tout à fait. Ça veut dire que c'est une entreprise qui a une grande stabilité de gouvernance, puisque nous n'avons eu que 2 présidents, vous voyez, dans toute cette période. Mhm. C'est une grande stabilité également capitalistique. Et c'est une grande stabilité dans le secteur et la géographie sur laquelle elle a l'habitude d'intervenir. Donc c'est une originalité. Et ça veut dire que c'est une entreprise qui a un vrai projet d'entreprise, qui n'est pas simplement, comme parfois on le constate ou on le reproche à certains promoteurs, c'est-à-dire de faire des coûts immobiliers. Non, il y a un projet d'entreprise et une grande durabilité sur les secteurs dans lesquels nous intervenons. Quels sont ces secteurs sur lesquels vous intervenez? Alors Cefrissime a un positionnement moyen haut de gamme, volontairement lié à la nature des produits qu'on aime développer, qui nécessitent une certaine architecture, donc un certain prix de revient, et donc forcément une capacité pour les acquéreurs à accéder à ce type d'achat. Donc, nous sommes sur les secteurs géographiques sur lesquels ce marché se développe. Alors, bien évidemment, Mhm. le monde fait qu'il se déplace aussi, ce marché. Donc, traditionnellement, nous avons été beaucoup dans Paris, puis dans l'ouest parisien. Aujourd'hui, les évolutions de l'aménagement urbain font que certaines adresses qui, historiquement, avaient beaucoup de qualité, se redéveloppent et permettent aujourd'hui, pour nous, d'envisager d'y travailler. Donc, on va dire globalement, bien sûr, sur toute la région Grand Paris, et après sur des adresses par département, donc on pourra détailler, mais qui ont les caractéristiques qu'on aime Plutôt des grandes trouver. métropoles. Alors non, grande métropole, on est franchement francilien, même si on a fait des opérations à Deauville, à Porquerolles, voilà. D'accord. Mais en Île-de-France, des communes qui ont les caractéristiques et les qualités qui nous semblent être adaptées pour y développer nos projets. D'accord. Alors, vous avez parlé un petit peu de cette mutation des prix, mutation de changement en tout cas dans cette typologie de produits. Quel grand constat de la crise sanitaire? On se doute que ça a quand même un lien. Est-ce que vous tirez... Alors, la crise sanitaire, je crois elle se caractérise par quelques constantes, déjà, du positionnement de l'activité immobilière par rapport aux autres activités, d'un point de vue strictement de l'appétence de notre clientèle, elle ne s'est pas démentie pendant cette période. Il a fallu bien sûr s'adapter pour que les outils qui nous permettent de rester en contact avec nos clients tiennent compte de la distanciation sociale, des Bien sûr. gestes barrières, etc. Mais en tout cas, la demande s'est toujours manifestée. On peut l'expliquer par le fait que de la même façon que les autres crises financières, en l'occurrence qui étaient financières, qui n'étaient pas Tout à fait. sanitaires, finalement les gens trouvent dans l'investissement ou l'acquisition immobilière à se rassurer sur la pérennité des choses, sur Sur la une pérennité maîtrise qu'ils économique. ont, la Oui, oui. pérennité économique et la maîtrise aussi qu'ils ont finalement de ce choix qu'ils font. C'est rajouter là-dessus le fait que les gens ont pris conscience encore plus qu'avant que leur logement était le dernier refuge finalement dans lequel ils pouvaient tout à la fois se protéger, dans lequel ils pouvaient avoir une vie sociale, dans laquelle ils pouvaient même avoir une activité Professionnel. économique. Mhm. Et donc, quand tous ces éléments sont perçus, ils poussent à choisir un bon endroit, un bon plan, une bonne organisation des espaces, et donc ça les pousse à s'intéresser encore plus aux produits qu'on peut développer. Et, voilà pour l'essentiel. C'est très intéressant ce que vous dites. Ces besoins, ces nouveaux besoins, comment est-ce que votre société, elle s'est adaptée? Comment est-ce que vous adaptez, peut-être ou pas, vos produits, vos logements à cette nouvelle donne? Alors, On parle toujours de cette pièce en plus, par exemple. On parle aussi cette pièce en plus pour travailler. On parle aussi d'isolation acoustique, de réversibilité de ces logements. Est-ce que c'est des questions que vous prenez en considération, que vous avez peut-être déjà pris?
Oui. Alors, notre positionnement sur le moyen haut de gamme fait que de toute façon, j'allais dire, on n'avait pas attendu la crise pour essayer toujours d'être dans la recherche d'un confort pour nos clients au travers d'une approche qui n'était pas que euh, quantitative ou que de la rationalité industrielle, en ayant une moyenne de surface par typologie sans doute un peu supérieure à ce qu'on constate dans la moyenne de la production, avec toujours ce souci qu'il n'y ait pas que le plan, mais aussi des espaces extérieurs. On a toujours été attentif à ce que dans nos bâtiments, le- 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 l'environnement au sens déjà de l'organisation des espaces paysagers, des halls, etc., soit confortable. C'est une notion qui a toujours existé et donc de ce point de vue-là, ce qu'on ressent comme étant une demande encore plus forte ne nous a pas totalement surpris. Bon, il n'en demeure pas moins que bien sûr il faut toujours être attentif aux usages, mais j'allais dire que le recul que nous avons sur notre métier depuis de longues années, alors moi, pas les 60 ans de la création de l'entreprise, mais quand même au moins une trentaine d'années d'expérience, nous ont amené à rester très humbles, on va dire, par rapport au mode et par rapport aux tendances qui peuvent exister. Donc c'est vrai que on reste dans ce discours que l'immobilier c'est sur la durée, que les gens font un investissement très important pour eux, très pérenne, et on ne veut pas les emmener dans des expériences qui, soit d'un point de vue technique, soit d'un point de vue de la technologie, leur seraient préjudiciables. Voilà. Donc, on pourra revenir sur ce qui sont les innovations qui nous paraissent aujourd'hui facilement appréhendables et celles sur lesquelles on pense qu'il faut garder un petit peu de recul. Voilà. D'accord. Quelles sont-elles, par exemple? Est-ce que vous avez déjà commencé à y réfléchir ou... Alors, le recul d'expérience est difficile à faire dans notre Il est très métier court, parce là, que justement, en il est l'occurrence, très oui. court. Et je vais vous donner deux exemples que je cite souvent quand on en parle pour monter plus la méthodologie que la décision. Mhm. Euh, j'ai la chance d'avoir commencé ce métier il y a quelque temps et j'ai pu voir l'évolution de tout ce qui était lié l'implantation des nouvelles technologies, notamment domotique, etc. J'ai fait le constat que d'un point de vue strictement immobilier, nous étions toujours en retard d'une guerre et qu'entre le moment où on nous demandait de mettre en place une connexion pour les ordinateurs et le moment où on les livrait, on était passé de la prise téléphone à la RJ 45 et puis Puis ensuite ensuite au il y avait la câble, Wi-Fi et ensuite... puis etc. Donc finalement, je me suis aperçu que nos clients étaient beaucoup plus souples et rapides que nous et qu'il fallait là-dessus ne pas trop chercher à imposer une technologie dans la mesure où d'ailleurs nos bâtiments n'étaient pas trop contraignants et n'étaient pas trop limitateurs du développement de technologies. Les industriels savent très bien mettre en place les outils qui vont faire que les gens sauront s'adapter là où ils habitent, quel que soit le lieu. Voilà. D'accord. Il en est un peu de même de l'isolation, si vous voulez, quand il y a eu toute cette question et problématique l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Nous avons assez rapidement considéré que l'isolation par l'intérieur restait un outil très performant et surtout permettait de garder une très grande liberté dans la conception des façades et la qualité de ce qu'on pouvait proposer tant d'un point de vue de la pérennité et que de la point de vue de l'esthétique. Voilà. Et donc c'est vrai que nous avons à une époque peut-être été considérés dans des consultations comme un petit peu prudents, mais moi je fais le constat 10 ans après qu'aujourd'hui beaucoup de gens arrivent à obtenir la performance par l'isolation par l'intérieur et grâce à ça arrivent à offrir une variété de matériaux et de calpinage extérieur qui me Sans semble trop très prendre de mètres qualitatif. carrés d'ailleurs. Sans trop prendre de Ça en mètres prend carrés. toujours, bien évidemment, cette isolation par l'intérieur, mais Oui, mais enfin, elle est plus les calculs de efficace. mètres carrés SDP ont évolué et donc voilà, ça n'a pas forcément un impact trop négatif. D'accord. Voilà. Donc merci pour ces deux exemples. Un mot un petit peu sur le marché.
On a vu des chiffres qui sont passés récemment qui étaient assez alarmistes. Est-ce que c'est un constat que enfin c'est un constat de la Fédération des promoteurs immobiliers, c'est un constat que vous partagez? Ou comment est-ce que vous, votre activité, elle est vécue aujourd'hui en matière de logement, hein, Alors, toujours. je ne peux faire que le même constat que les gens de la FPI d'un point de vue des chiffres macro. Maintenant, au niveau de notre propre activité, on le vit un peu différemment. On Euh, parle, je vais être explicite, on parle de permis de construire justement qui sont très difficiles à obtenir et des retards et des mètres carrés qui finalement ne sont pas créés. alors, on fait les mêmes constats. Nous avons des recours contre les permis de construire. Nous avons des villes qui sont plus prudentes ou sont moins enclines à développer ou à autoriser la construction, ou en tout cas dans des gabarits et des volumes plus faibles, ce qui réduit bien évidemment l'offre. Là où, si vous voulez, l'impact pour nous est un petit peu différent, c'est que d'abord, nous ne sommes pas une entreprise qui s'inscrit dans une logique de volume et de croissance. Bon, D'accord. donc notre modèle économique n'est pas porté par, j'ai dire, le développement à tout crin, et donc forcément les conséquences que peuvent emmener ce type de constat se gèrent différemment pour nous. La deuxième chose, c'est que nous sommes une entreprise, je l'ai dit, d'expérience, et nous savons que l'optimum du développement et de la réalisation immobilière nécessite de réunir au moins 4 critères. Or, nous, depuis que je travaille dans ce métier, quand j'en ai eu 2 en même temps, j'étais le plus heureux des hommes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons certains critères qui ne sont pas alignés comme des planètes merveilleuses. Pour autant, on a l'habitude de L'activité continue. faire avec D'accord. et d'essayer de s'organiser. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver le bon endroit où être en considération de ces planètes. Maintenant, il est vrai que le cycle immobilier s'est allongé. Il est vrai que le cycle immobilier s'est complexifié. Et que donc dans la gestion d'une entreprise, le fait de paramétrer tout ça pour adapter la production et la gestion des projets, est rendu plus difficile. Voilà. Alors maintenant, nous sommes, nous, une très grosse et très belle PME, et avec la souplesse que ça autorise. Et je pense que c'est un modèle qui, dans ces périodes-là, trouve bien évidemment toujours toute sa pertinence. Eh bien, je vous remercie en tout cas, François de Lascaz, pour votre témoignage. Encore un témoignage de promoteur très intéressant. Je passe la parole à Antoine Thor qui va nous parler de renouvellement urbain.